ne minimisez pas la situation plastique dans laquelle je vous parle. Pour dresser un très court tableau de la signification de cette phrase, à la fois limpide et opaque, car presque saturée dans sa limpidité, je vous propose de dresser une courte typologie des liens que certains de mes livres entretiennent avec l'art. Disons pour faire simple qu'ils sont au nombre de 4. Il y aurait donc 4 types de liens, de rapports, d'articulation entre ce que j'écris et donne au fond comme littérature, si ce mot a aujourd'hui quelque pertinence, et ce que je pourrais dire donner comme art ou comme non-art, sous-art, presque art. Dans le cas où mes performances sont ratées, elles peuvent l'être en effet, leur réussite n'étant pas l'objectif ultime de leur exécution. Cette typologie est la suivante. Le premier type de lien, et c'est le cas de la forêt de Porphyre, veut que le livre se donne comme partition de ce qu'il performe par et dans sa lecture même. Ainsi, les textes appelés l'ensemble des textes faits pour n'être lus qu'une seule fois proposent l'unicité de leur lecture comme objet et proposent cet objet par et dans le temps même de la lecture qu'on fait d'eux. À charge au lecteur de jouer le jeu en fonction d'un pacte de lecture implicite avec l'auteur qu'il peut bien sûr aussitôt rompre en relisant, puisque c'est écrit, mais qu'il accepte sans doute ou fait semblant d'accepter pour goûter le texte tel qu'il se donne à lire. Quand bien même le romprait-il, ce pacte, et déciderait-il de relire ce qu'il a lu, ce qu'il vient de lire, qu'il relirait la même chose, mais serait à nouveau assigné à la lire comme première et en faire l'expérience comme dans sa première fois, puisque ce qu'il lit est ce qui est écrit. Un score, pour reprendre les mots de Georges Brecht, dont le médium même est celui de la lecture. On pourrait donc, si on utilisait la grille de conjugaison des verbes, dire que ce rapport, ce lien, est celui d'une égalité au présent. Je performe ce que je lis ce que je performe. Le second type de lien entre l'écriture et l'art, entre l'écriture et la performance, est celui que propose un autre livre, Le degré rose de l'écriture. Je précise ici que l'ordre de ces livres n'est pas chronologique et qu'en l'occurrence 20 ans séparent la publication de l'un et de l'autre. Ce second livre, disais-je, est sous-titré Performance Under Reading Conditions. Il puise donc là encore sa matière, la performativité de sa matière dans la lecture, dans l'acte de lire. À ceci près de différent d'avec le premier livre, qu'ici les textes reviennent sur des performances qui ont été faites avant. Ils sont dans un rapport passé à elles. Ils arrivent dans l'après-coup. Je m'explique. Cette série de textes que j'appelle des ekphrasis propose, comme le veut ce genre littéraire, des descriptions d'œuvres, en l'occurrence des performances. Des performances ont eu lieu, bien ou mal, pour reprendre les catégories Filiou, bien, mal ou pas, car certaines, une au moins, en tout cas dans le livre, est fictive. Le lien temporel est donc celui d'un différé, d'un écart. L'écriture revient sur ce qui a été. À ceci près encore que l'acte créateur se joue par le biais de la lecture qui remet l'œuvre au présent. De là son titre, Performance Under Reading Conditions. Souvent les performances elles-mêmes se jouaient autour d'un mot, d'un nom, d'une expression à voir, à lire ou à entendre, donc d'une lecture. Mais le geste pas moins décisif de la lecture du livre, qui relate ses actions par le lecteur, est comme le second acte de leur exécution, une seconde exécution. On pourrait ainsi choisir comme temps le temps passé composé. Les textes racontent ce qui a été, ce que l'art a été. Le troisième type de rapport entre le livre et l'art, et c'est encore ici d'art de la performance qu'il s'agit, sans doute parce que propre à se produire dans le présent le plus ramassé. C'est dans un troisième livre encore, dans Rose, Activité mortelle, qu'on le trouve. Il s'agit là, si je puis dire, d'un futur antérieur,
d'un aura été. Et là aussi, je m'explique. Ces textes ont été écrits entre 2007 et 2012 sans aucune intention de décrire, non plus que de proposer des dispositifs de performance. Ces textes racontent simplement des situations tantôt vécues, certes vues sous un certain angle qui les rend bizarres, surprenantes, imaginaires, tantôt inventées de toutes pièces. Mais ils ne cherchent en aucun cas à être des scores, des instructions d'action artistique à réaliser en dehors du livre. Ces textes sont dans le livre, les situations qu'ils racontent sont dans le livre, ils ne sont pas destinés à en sortir, en tout cas pas plus qu'un génie enfermé dans une bouteille, et l'on sait que ces petits génies peuvent parfois y rester pendant des siècles. Or, il se trouve que plusieurs années après la publication de ce livre, j'ai été amenée à en performer certains passages que je relisais rétrospectivement comme des descriptifs de performance en puissance, notamment toute la question sur l'eau superliquide, qui décrivait une eau plus liquide que l'eau liquide et en déclinait les propriétés dans la réalité, propriétés qui ne pouvaient s'exprimer sans une expérimentation matérielle, voire physique, propre à fonder une action sur scène. Le quatrième type de rapport entre langage et art est peut-être le plus intéressant à mes yeux parce que le plus mystérieux. Je n'en ai pas en effet encore la pleine maîtrise, ni ne dispose du recul nécessaire pour en cerner tous les enjeux. Ce que je puis dire en tout cas, c'est que ce lien procéderait d'un temps irréel. Donc ni le présent, ni le passé composé, mais un temps irréel, inconditionnel en un sens, et inconditionnel non plus dans sa valeur temporelle, mais dans sa valeur modale, de possible effectuation à venir. C'est en somme ce qui se passerait, ou qui pourrait se passer, un irréel du présent, ou plus encore un irréel du futur, si vous me permettez cette chimère temporelle, c'est-à-dire ce qu'on trouve en latin sous la figure du participe futur, notamment dans cet adjectif adventurus, qui donne en français aventure, adventurus, ce qui va advenir, ce qui est susceptible d'advenir, littéralement donc l'aventure, et c'est ici un nom, ce nom-là d'aventure, oui, qui rendrait, plus qu'un verbe conjugué, la nuance modale de ce qui se dessine comme possible, quelque chose qui hésite entre mirage et miracle. Il n'est pas étonnant à cet égard que le mot aventure revienne régulièrement dans ce livre et en soit comme le leitmotiv. Il apparaît même à cet égard en italien dans le texte. Que veux-je dire par là ? Eh bien, je veux dire que là encore, dans ce livre écrit sans la moindre intention de proposer des recettes, pour reprendre le terme de Duchamp, au sens d'action ou d'œuvre artistique à venir, à réaliser, eh bien, des éléments de performance sont comme dessinés ou cachés ou cryptés, comme ces dessins qu'on cherche à découvrir dans un dessin plus grand, dans un dessin plus complexe. Donc, que conclure au terme de cette brève typologie qui décline ces 4 types de rapports entre langage et art, imagés par ceux de la conjugaison, ce qui est en même temps qu'il est, ce qui a été, ce qui aura été et ce qui serait ou seront. Alors pour conclure, en tout cas pour trouver 3 axes de réflexion à partir de cette typologie, je dirais qu'il me faut revenir sur quelques figures essentielles de la performance et convoquer notamment les œuvres et les univers de pensée d'un Cage, d'un Caproff et d'un Georges Brecht, que j'ai déjà cité sous les espèces de ce mot de score. Score étant le nom qu'il donnait à ses actions écrites à réaliser. Alors l'idée qui est la mienne serait de démontrer qu'un des rôles de l'art, peut-être à mes yeux le plus important,
et de porter attention sur ce qui a lieu dans son caractère d'événement. Or, qu'est-ce qui fondamentalement a lieu? Revenons, si vous le voulez bien, sur la figure de Caprov, dont on sait qu'il avait lu Erwin Goffman, notamment un livre intitulé The Presentation of Self in Everyday Life. À partir de cette lecture, Caprov comprend que la performance n'a pas besoin d'être construite, qu'elle est là de toute éternité présente dans la vie. La vie posséderait en soi un caractère performatif, mais ces performeurs n'en seraient pas conscients, ils l'ignoreraient. Voilà donc ce qui serait, selon Caprov, le rôle de l'art, porter attention sur la vie dans son caractère d'événement. La performance, son caractère exponentiel, un second degré de la vie, brouille la différence entre l'art et la vie, comme s'il y avait un second degré de la vie performée. La vie, qui est déjà performée, devient artistique quand elle rejoint son second degré, là où elle se sait performer, et ce à quoi elle accède par l'attention. Je cite Caprov qui dit notamment « It is acknowledged that culture, like reality, are created by the mind. » Or, voici la transposition que je propose. Je propose que cette différence qui s'efface, qui se brouille, ne soit pas tant celle qui sépare l'art et la vie, Brecht, Filiou, Caprov, en somme Fluxus, ni cette autre différence qui sépare la vie et la littérature, Proust, la vie c'est la littérature, mais une troisième encore qui distinguerait l'art et la littérature. Il n'y aurait plus de différence où les frontières, où les limites se brouilleraient, s'effaceraient entre cette fois l'art et la littérature. Quelque chose qui donnerait comme transposition que la performance n'a pas besoin d'être construite, elle est déjà présente dans la littérature. Mais ces lecteurs performeurs, ces performeurs lecteurs potentiels, ne le savent pas, ne l'ont pas encore vu, parce qu'ils ne l'ont pas encore lu. Que ce soit donc le rôle de l'art que de le faire comprendre, que de le révéler, que ce soit le rôle de l'art de porter attention sur la lecture dans son caractère d'événement. Et c'est bien là la quatrième catégorie de ma typologie, les idéogrammes acryliques, en l'occurrence, le titre du livre. Pensés, conçus lorsque je les écrivais comme seuls poèmes, mais qui se donnent après coup à leur relecture, disons, dans l'avenir, comme possible partition d'action à réaliser, et possible dans le sens de virtualis. Alors je ne peux m'empêcher ici de penser au titre du livre de Maurice Blanchot, le livre à venir. Livre dans lequel, plus que des auteurs et des livres, il est question du mouvement d'où viennent tous les livres et qui détient, d'une manière encore cachée, l'avenir de la communication et la communication comme avenir. L'acte d'écrire dans ce livre tendrait ainsi vers l'émergence d'un post-livre qui entreprendrait d'échapper à toute stabilisation pour plutôt essayer de réinventer les possibles et de s'affirmer dans le devenir. En d'autres termes, le récit relate un événement d'exception, ne se réduisant non pas à une simple relation, mais à sa réalisation même, encore à venir. C'est dans ce mouvement sans fin que s'effectue la rencontre même, toujours à l'écart de l'espace, puisqu'elle est l'espace, c'est-à-dire un intervalle imaginaire au sein duquel l'absence se matérialise pour finalement laisser place à l'événement. Livre à venir. Je referme cette parenthèse sur Maurice Blanchot et sur ce livre à venir. Les performances, donc, pourraient être, selon moi, présentes dans la littérature, dans celle que je tente d'écrire. Ces idées de performance, sinon ces actes, mais qu'est-ce qu'une idée si elle n'est pas non plus un acte? Et ces performances seraient présentes à l'état inscient, et c'est de la lecture, d'une certaine qualité de lecture, d'une certaine attention à la lecture, qu'elle adviendrait à l'existence.
Et qu'est-ce que la lecture, sinon cette attention même? Alors j'ouvre une autre parenthèse rapidement pour m'expliquer, pour revenir sur la seconde catégorie, celle du degré rose, qui revient au passé sur les performances qui ont eu lieu et qui en un sens serait le contraire de la quatrième catégorie, celle qui ouvre vers un avenir non déterminé. Voilà, le degré rose décrit des gestes déjà réalisés, revient sur eux, mais néanmoins, elle le fait à partir de sa lecture, de la lecture qu'en fait le lecteur, eh bien, elle fait l'objet d'une action, d'un autre protocole avec le lecteur, celui d'une rencontre avec son auteur, celui de l'attribution à ce lecteur d'un numéro de matricule fusionnelle, etc. J'en ai déjà délivré, et le work reste in progress, mais en tout cas une action qui propulse le livre dans la vie, dans un espace d'action hors du livre. Je veux dire par là que ce livre qui revient sur la performance aboutit à un objet livre, eh bien lui-même, cet objet livre, produit à nouveau une action. Somme toute, des actions sont, dans les deux cas, des actions induites, et pas plus que la performance ne se passe d'un texte qui revient sur elle pour l'éclairer, la décrire, la penser ou même la réinventer, le texte ne se passe d'une action qui l'emporte encore ailleurs. Comme si les actions induites et les textes induits à chaque fois dans l'un et l'autre cas venaient donner un tour de manivelle et se propulser l'un et l'autre vers des cascades d'induction, ou pour parler plus clair, d'aventure, l'art donc comme aventure, dans ce va-et-vient. Alors la deuxième idée, la deuxième partie, là, qui cherche à interpréter un peu, donner du sens à ma première typologie, c'est la notion d'intention, et non plus d'attention, du couple intention-attention. Et si l'on imagine par exemple un degré zéro de l'œuvre d'art, et si on a pu en parler à propos de cette pièce de Cage intitulée Zero Second, Zero Minute, Solo to be performed in any way by anyone. Il faut comprendre que l'œuvre opère au-delà de la présence de l'écouteur et même du compositeur. Nous sommes là dans un indéterminé absolu, l'indétermination du rapport entre la notation et l'exécution. Or, 0 second, 0 minute, solo to be performed in any way by anyone. Or, que dire d'une œuvre dont le créateur lui-même ne saurait pas qu'il en propose une partition, une instruction, un protocole au moment où il l'écrit, ou ne le saurait pas encore? Un créateur inscient, rêveur, distrait, frappé d'inadvertance ou d'amnésie à l'envers, qui proposerait une œuvre sans aucune intention originale ni originelle et qui ferait le pari qu'elle se dévoile plus tard à lui. Un créateur chez qui l'intention ne se révèle qu'après, au moment de la relecture, d'une des relectures qu'il fait de son propre texte, et du fait d'une attention toute particulière à celui-ci. Un créateur en somme qui change sa place et se fait récepteur, spectateur, regardeur de sa propre intention, qu'il découvre avec des yeux neufs. Un créateur qui se donne rendez-vous avec lui-même, et dont on pourrait dire, à l'instar des œuvres qui sont des rendez-vous, selon Marcel Duchamp, qu'il est à lui-même son propre rendez-vous. C'est là que j'en viens à renverser ce mot d'intention en celui d'attention, et sans pouvoir m'empêcher de citer Simone Weil dans son livre de la pesanteur et la grâce, où elle réfléchit sur l'attention, qui a à voir selon elle à une disponibilité de la pensée qui doit se laisser vide pour être perméable à l'objet. Cette attention est un renoncement à soi, rajoute-t-elle. Elle rend possible la création comme le propre d'un faire artistique qui effiloche les bords du moi de l'artiste. Ce qui se traduirait chez moi, pour ceux qui connaissent un peu mon dispositif de perte de l'être de mon nom,
eh bien ce qui se traduirait par moi, cet effilochage non plus du moi, mais des lettres de mon nom. Le moi qui pose les questions est déjà dissous par ce qui, questionné, parle à travers lui, et qui laisse ouverte la pensée comme inconscient. Ouvrez les guillemets, la pensée ne pense qu'à partir d'un inconscient. Voilà, et donc cette idée d'un moi artiste qui poserait des questions dans lesquelles il serait dissous, et à travers lesquelles la pensée adviendrait. Alors je terminerai sur un troisième moment, et sur la question de différence ou de singularité, ou de subjectivité ou de singularité. Et j'aimerais revenir sur cette idée-là de singularité à chaque exécution chez Brecht, chez les scores de Brecht, une différence à chacune des exécutions. Donc, Georges Brecht propose en effet des instructions écrites pour des œuvres à réaliser indifféremment par tel ou tel artiste. Toute exécution est toujours différente et ne se répète jamais. Elles sont des conditions de singularité, elles affirment la différence et s'affirment comme différence. Or, supposer des scores, pour reprendre encore une fois le mot de Brecht, des recettes, des partitions non avérées au moment où elles sont écrites, mais avérées plus tard, ou quand on vient à les relire, parce qu'on lit toujours de côté, parce qu'on lit toujours autre chose quand on lit, eh bien supposer cela serait le gage de gestes artistiques absolument neufs et inédits, puisqu'ils ne sont pas même programmés, et voués pour cela à produire des exécutions toujours nouvelles, puisque c'est l'intention même qui est à chaque fois différente. Parier une performativité, non pas de la matière, non pas de la vie, de la matière comme le disait Caprof, ou une performativité de la vie comme on pourrait le penser Filiou, mais une performativité du texte, de l'écriture, une agentivité de la lecture, fait de soi l'émetteur et le récepteur de l'œuvre, fait de soi l'auteur, celui qui l'a écrit, l'émetteur et le récepteur de l'œuvre. Il n'y a plus de message préexistant, et les frontières du spectre d'action de l'œuvre elles-mêmes se trouvent élargies et presque sans limite. Quand l'art surgit-il? Quand surgit-il vraiment? Cela permet d'être à la fois l'auteur et le spectateur de ce qu'on écrit, de ce qu'on fait, de ce qu'on vit, de ce qu'on performe, ou bien de l'être dans une forme de commencement toujours plus initial. Alors un exemple que je n'ai pas mis dans la typologie, parce qu'il est un peu singulier, mais c'est un petit essai que j'essayais d'écrire sur ma vision du mot drawer, dans le mot de reward, d'un ready-made de Duchamp, mais qui finalement est une expérience de lecture, est une vision, mais est une expérience de lecture qui s'est traduite donc, dans l'écriture de ce texte, de ce petit livre. Et c'est bien ce que j'interroge. Je dis, n'est-ce pas l'attention même qui m'a fait voir Drawer se retourner en reward, et qui m'a poussé à continuer l'investigation de cette trouvaille, de cette petite découverte, dans et par l'écriture. Découverte qui, soit dit en passant, procède elle-même d'un fait de lecture. Au-devant de quoi vais-je lorsque je choisis de donner comme version plastique ou artistique, finale à ma trouvaille Drawer Reward, celle d'un texte, sinon encore aller au-devant de la possibilité que cette trouvaille m'emporte au-devant de plus vaste encore, sinon lui donner la promesse d'un avenir au moyen de ce qui n'existe pas encore, en l'écrivant. Je reprends là les termes de Simondon et de sa philosophie de la relation lorsqu'il parle d'individuation nouvelle. Je cite Simondon, « La relation ne jaillit pas entre deux termes qui seraient déjà des individus, elle est un aspect de la résonance interne d'un système d'individuation. » Ou encore au sujet de cette relation, il parle de réservoir de l'énergie potentielle pour continuer à s'individuer.
ou encore il parle d'une promesse de la relation à venir avec ce qui n'est pas encore. Or, il me semble que dans ce que je tente de faire, il y a cet incessant va-et-vient entre ces deux moments, ces deux gestes, celui de l'écriture et de la lecture, et celui du geste artistique, de la performance ou de la ménardise, deux moments qui s'évident tour à tour pour en produire un troisième, pour produire un troisième moment individué. Alors, on pourrait aussi penser aux Deleuziens tenir ensemble des singularités dans les idées. On pourrait penser à la communauté des choses de Benjamin. On pourrait penser à ce texte de Cage, Entretien avec les oiseaux, je crois bien, dont voici la citation: We are already intimate with whatever is going to come into existence. No blood, only relationships. We are already intimated with whatever is going to come. Alors, conclusion. Conclusion, pour m'en tenir à l'intitulé de ces journées d'études, ce que le langage fait à l'art. Alors, plutôt que de parler d'un art poétique préalable qui soutiendrait tout art, tout système artistique, je préférerais plutôt parler d'un art poétique intégré, ou qui fait partie d'un état de système d'individuation où l'artiste, auteur, ne cesse d'advenir, de devenir, d'advenir, de redevenir, de réadvenir. Car ces recettes, ces scores, se temporalisent, elles ont besoin de ce fait de passer par là une réalisation, non pas tant une exécution de leur programme, mais elles s'engagent dans une temporalisation et elles ouvrent le temps. Alors à me demander ce que le langage fait à l'art, je ne répondrai pas que ce que le langage fait à l'art, non, l'art ne le lui rend pas. Ou alors, dans cette mesure incalculable dont la phrase de Fildou donne l'impensable proportion, l'art est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art. Ce que le langage fait à l'art, c'est de lui donner les possibilités de s'ouvrir d'un cran. C'est d'y faire passer du temps, c'est d'y faire passer le temps, l'inconscient, le hasard, si l'on peut entendre ces mots dans leur sens le plus nu, le plus immédiat, le plus vital, un hasard notamment qui jouerait tout à chaque coup et qui sonnerait l'heure de l'événement. Ce que le langage fait à l'art, c'est de faire passer l'auteur dans l'œuvre et l'œuvre dans l'auteur, en embrouillant, en confondant les lettres, Ménard dit, Ménard, Ménardise. Ce que le langage fait à l'art, c'est du temps. Ce que le langage fait à l'art, c'est le temps. Ce que le langage fait à l'art, c'est le temps retrouvé de la littérature, pris à celui de l'art et perdu pour celui-ci. C'est le temps retrouvé de l'art, perdu pour la littérature. C'est le temps qu'ils s'échangent l'un et l'autre, et que s'échangeant, ils perdent ou font s'ouvrir d'une fente dans laquelle ils passent ensemble, n'ayant l'un et l'autre plus de nom. Les Ménardises disent: là-haut maintenant, je me tais.